All right, fait que on va passer à la présentation. Donc, juste rapidement pour Turco Marketing, bon, on est partenaire, partner Google Partner, Facebook, on est certifié Blueprint, on est expert HubSpot, on est certifié LinkedIn, Bing, on est expert Shopify. On est aussi certifié par le Plan canadien d'adoption du numérique. Une subvention là, de 15 000 là, que je pourrais vous parler plus tard. Et aussi, on est un partenaire certifié là, avec la plateforme de gestion du consentement d'IDOMI. On se spécialise avec la stratégie numérique, tout ce qui est digital marketing, la stratégie numérique, programmatique, marketing de contenu, gestion des médias payants, optimisation des CRM, cybermétrie, le SEO et les places de marché, là, Amazon, Shopify et autres, les storefronts. Donc, on a fait un peu le tour de qui on est. Étant donné qu'on a perdu malheureusement un peu de temps, on va accélérer. D'entrée de jeu, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn là, avec le QR code qui est là. Il y a la possibilité d'obtenir, dans le fond, un outil gratuit là, si vous restez jusqu'à la fin. Un outil pour la mesure de la performance. Qui a été monté par nous, une valeur d'environ 2 000 $. Bon, c'est comme le temps que ça nous a pris pour le faire. Voilà, je vous invite à nous suivre là, en cliquant sur le lien. Ça va vous amener vers le lien follow. Vous pouvez y aller fort. Donc, à l'agenda, on va regarder les 2 challenges qui s'offrent à nous en termes de gestion des données. Donc, la fin des cookies tiers, la loi 25 qui s'applique sont 2 éléments qui rentrent en jeu, là, qui vont impacter la gestion des données. On va regarder aussi les solutions et les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, juste pour faire un petit départ par rapport à qu'est-ce que les cookies tiers. Donc, l'histoire étant que les cookies sont utilisés pour Bon, Raphaël va pouvoir en parler plus en détail. Mais essentiellement, le fait que vous ne soyez pas capable de mesurer vos campagnes marketing par l'utilisation des cookies fait en sorte que vous devez mettre en place une alternative pour être capable de mesurer au mieux de votre capacité les performances dans le futur. Et là, bon, c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on est prêt à un digital blackout, comme un trou noir finalement de gestion d'information cette année. Donc, je vais laisser la parole à Raphaël pour la suite des choses. Oui, excellent. Donc, si on fait un peu d'historique, ce qui se passe, c'est que en 2017, Safari a ajouté à ses navigateurs ce qui s'appelle maintenant le ITP, le Intelligent Tracking Prevention. La première version servait à aider à ce que les utilisateurs naviguent de façon un peu plus privée. Puis avec le temps, ça a évolué. En 2018, on a Firefox qui a emboîté le pas. On a bloqué les third-party cookies. Safari, dans ce temps-là aussi, s'est mis à réduire la validité du first-party cookie. Le first-party cookie était limité à autant de temps qu'on en voulait. C'était souvent 2 ans. Puis là, c'était rendu tout d'un coup 24 heures. Fait que, on se souvient qu'à l'époque, on a quand même paniqué. En 2021, Apple a ajouté il faut la permission de l'utilisateur pour collecter le IDFA. Et on sait que Chrome va déprécier son third-party cookie aussi, ça s'en vient. Il était supposé le faire cette année, mais ils ont eu des poursuites là, pour étant donné que ça leur donnait une position un peu trop avantageuse, il a fallu laisser aux autres le temps de s'ajuster. Fait que ça a été décalé, là, mais on sait que ça s'en vient. Les plus récents ajouts d'Apple nous ont permis. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un paquet de paramètres qu'on envoie dans l'URL, qu'on utilise pour du tracking quand même hyper important là, au niveau de la campagne, qui vont être effacés de façon automatique par les navigateurs de Apple, donc tout ce qui est Safari. Là-dedans, on a celui de Facebook, Instagram, Google, Twitter, Microsoft, puis MailChimp. Puis, ce qui est quand même étonnant, c'est que TikTok est encore bon.
Ils n'ont pas enlevé Klaviyo, ils n'ont pas enlevé HubSpot. Klaviyo qui est en partie emailing. Si on regarde le côté, il y a MailChimp. Matomo n'a pas été bloqué. Ce qui est intéressant pour nous, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on utilise Google Analytics, puis les UTM eux-mêmes ne sont pas bloqués. Fait que ça, c'est quand même c'est encourageant, mais c'est sûr que pour les gens qui utilisent le Gclid, le FBclid, ça veut dire qu'il y a une partie de la donnée qui sera pas, qui ne va pas être transférée puis qui ne va pas fonctionner de la bonne façon, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait les changements nécessaires. Puis là, évidemment, c'est une problématique parce que 97% d'entre nous utilisent les cookies tiers pour analyser le succès de leur campagne. Fait que c'est sûr que ça a un gros impact. Les parts de marché pour le mobile, dans le fond, sont super, super importants. Puis on sait que le iOS, qui est dans le fond celui qui est le plus visé, c'est le plus gros. Et pour le mobile en tant que tel, si on regarde pour les stats mobile par rapport à desktop, Rémi, le mobile est très, très grand. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Et là, on voit le desktop qui est en haut, puis il y a du Apple qui est inclus là-dedans. Il y a du Safari qui est inclus là-dedans aussi. On voulait s'assurer de bien décrire le cookie. C'est le genre de truc que tout le monde parle des cookies. Des fois, on ne comprend pas exactement c'est quoi et comment ça marche. À l'origine, un cookie, c'est quand l'utilisateur arrive sur notre site web, on envoie une requête à un serveur pour qu'il nous livre le contenu d'un site web. À l'intérieur de ça, on peut aussi envoyer des informations à ce serveur-là ou à un serveur tiers pour aller recueillir l'information. Puis, quand il nous retourne l'information en disant voici ton site web, voici l'information qui vient du third party, dans certains cas, on peut aussi ajouter un bout de code qui dit mets un cookie sur l'ordi, cette chose-là reste permanent. Puis, à l'intérieur de ça, on peut entrer des informations qui restent permanentes comme un identifiant. C'est là où la loi 25 vient jouer parce qu'il nous parle de ces identifiants-là. L'utilisateur doit pouvoir être anonyme à la base. Fait que si à la base, on va mettre un cookie avec un identifiant, c'est là où l'enjeu d'anonymité est peut-être un peu challengé. On a deux types de cookies. Comme on le voyait dans la dernière slide, il y en a certains qui sont du first party. Dans le fond, c'est ce que nous, on sert à partir de notre site web. Ça vient de nos serveurs. Tandis que pour le third party, bien, ça peut arriver d'à peu près n'importe où, dont les réseaux sociaux, les ad servers, le live chat aussi. La façon que la publicité fonctionne en réalité, pour ceux qui ne sont pas encore absolument clairs là-dessus, surtout pour le recyclage, l'utilisateur vient sur le site, il va voir un produit, mais il part sans acheter. Donc là, nous, plus tard, ce qu'on est capable de faire, c'est récupérer ces gens-là et à partir des systèmes, envoyer la liste à d'autres sites internet ou en fait aux systèmes qui, eux, vont mettre vos images, vos publicités, vos produits devant ces utilisateurs-là. Ça apparaît, puis ça pique son intérêt. S'il a envie de se remettre dans ce processus-là, clique là-dessus et c'est là qu'on espère qu'il va aller compléter son achat. Donc, ouais, le cartoon est quand même assez intéressant, là. Il va falloir qu'on fonctionne sans les cookies third party. Il y a des façons de le faire. Ce ne sera pas évident, mais c'est un peu de ça qu'on veut vous parler. Je vais laisser Rémi vous parler un peu de la loi 25 là, parce qu'il y a un gros impact sur la mesure des campagnes en ce moment. Je vais le laisser. Ouais, merci Raphaël. Donc, en fait, concernant la loi 25 maintenant, donc là, Raphaël a bien expliqué comment est-ce que ça l'impactait, en fait, comment est-ce que ça peut impacter au niveau du tracking. Maintenant, au niveau de la loi, donc, c'est important de comprendre l'impact de la loi 25, pardon. Alors, de quoi qu'il s'agit? La loi 25, c'est une loi qui est en vigueur, depuis septembre 2022, mais qui est en application depuis septembre 2023, plus ou moins, là. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne doit, l'entreprise doit informer la personne concernée de la collecte d'informations qu'elle fait sur cette personne-là.
Ça peut paraître évident, mais maintenant, là, c'est rendu une loi. Et donc, la personne doit faire un consentement à utiliser les renseignements personnels aux fins définies par le responsable de la protection des renseignements personnels. Et ce responsable-là est une personne qui va être le président par défaut ou une personne qui est définie par l'organisation. Oui, c'est ça. Donc, un petit peu d'historique, grosso modo. L'an passé, il fallait désigner justement un responsable de protection de la vie privée. Comme que je disais, c'est le président par défaut. Et une déclaration obligatoire des violations, s'il y en a eu des violations. C'est comme, qu'est-ce que c'est une violation? C'est genre, j'ai pris une liste de courriels qui n'avait jamais eu de consentement sur un scrape que j'ai fait sur LinkedIn. Puis je l'ai foutu dans une audience Facebook pour les retargeter. Genre, ok, ça c'est. Si tu l'as fait, ce coup-là, ben là, il faut l'avoir déjà dit à eux autres. Depuis le 22 septembre 2023 maintenant, on met en application une politique de confidentialité. Il y a des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée et il faut établir un système de transparence et de consentement. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Et d'ici l'année prochaine, il faut faciliter le droit à la portabilité, chose que je ne connais pas encore tout à fait. Là, il va falloir que je m'informe là-dessus. En cas de non-respect de la loi 25, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc, il peut y avoir des sanctions assez salées, là, du genre 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires. L'alignement réactif avec les équipes des opérations et les systèmes, là, il va falloir le mettre en mode réactif. Puis en mode réactif, c'est bien moins le fun qu'en mode proactif. C'est quand il faut que tu forces le changement dans ton organisation parce qu'il y a quelque chose qui a été fait de pas correct. C'est bien moins le fun que de voir le coup arriver puis de mettre en place le changement tout de suite. Parce que, tu sais, ça ne va pas aller dans le sens inverse. Ils ne vont pas soudainement dire ben non, c'est correct, la loi, on va l'enlever. Non, ça se passe. Ça se passe en ce moment. Fait que tu peux nier le changement qui se passe en ce moment ou tu peux participer dans le fond, à l'amélioration. Il y a des études là, qui parlent de perte, que la réputation, finalement, la perte de transparence, puis peut attirer, dans le fond, une perte de confiance de vos consommateurs, des utilisateurs là, envers une marque, une organisation. Donc, ça, c'est aussi à considérer. Là, c'est que, dans le fond, c'est dans l'air du temps d'être très transparent dans la gestion des données. Puis les marques qui vont bien faire le saut vont jouir justement d'une expérience positive. À l'inverse, ceux qui ne sont pas en train d'implémenter le changement vont vivre probablement une expérience négative de la part des consommateurs. Donc, c'est quoi les risques? Dans le fond, tu as deux choses. C'est si tu ne fais rien, tu t'appliques à des sanctions potentielles jusqu'à 10 millions. Tu perds de confiance de l'utilisateur. Et si, dans le fond, tu décides d'arrêter le ciblage là, pour faire arrêter le tracking pour être cachère avec la loi 25, ben, tu n'auras plus de données dans tes actions marketing. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, ça a un impact quand même assez élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va amener un changement vers la manière dont on utilise les données. Où est-ce que avant, on avait la possibilité d'utiliser les données third party, par exemple, comme que Raphaël a expliqué tout à l'heure, ou les données second party. Et maintenant, on va se résumer à avoir des données first party et éventuellement, il va juste rester des données zero party. Qu'est-ce que c'est les données zero party? Ben, c'est les informations partagées par le client. Donc, c'est quoi ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont être faites
peut-être du genre, si tu veux magasiner sur mon site web, tu dois te loguer. Genre. Puis là, après ça, tu dois consentir à le fait que quand tu es logué, j'ai le droit de collecter ton information. Fait que c'est peut-être des choses comme ça qui vont se passer. Ou dans le fond, une intégration d'une plateforme de gestion du consentement qui va, elle, demander à ce que l'usager consent à l'utilisation des données par un pop-up, par exemple. Puis qu'après ça, ben là, on va être capable de tracker l'information. Mais bref, on s'éloigne du Far West de l'utilisation des données maintenant, puis là, c'est plus, on tombe vraiment plus dans une utilisation de données responsables. Juste pour donner un effet, une idée déjà de l'impact de l'application de la loi 25 actuellement. Bon, l'équivalent en Europe, là, ça va être un peu le GDPR, RGPD. Et déjà, dans le fond, quand on commence à voir les pourcentages qu'on voit là, c'est les gens qui consentent à mettre un site web, puis là, ils vont consentir à utiliser les données pour faciliter la navigation sur le site web. Et c'est quand même 100% au Québec, c'est juste parce que c'est au moment où l'étude a été faite là, par Didomi, il n'y avait pas de pop-up, mais là, au fur et à mesure, là, on va. Parce qu'on a un peu de recul sur l'Europe puis le reste du monde en termes de transformation numérique. C'est normal de voir 100% pour le Québec, mais quand on regarde, mettons, France, l'Allemagne, puis tout autre pays d'Europe, je veux dire, il y a quand même une perte de 20% de données des gens partant. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Genre, ça veut dire que 20, tu sais, ton Google Analytics, là, genre, la fenêtre le data que tu reçois, là, ben ça va être peut-être 3/4 de. Si tu as bien fait ton implémentation de consentement, c'est peut-être juste le 3/4 des gens vraiment qui sont sur le site web. C'est quand même assez c'est quand même assez fort comme information. Fait que, il va falloir que ça soit communiqué à l'organisation, au board, à l'upper management. Il faut que les gens soient conscients que, dans le fond, on s'en va dans une direction où est-ce que quand tu vas faire une comparaison year over year sur ta performance web, tu vas voir qu'il y a une grosse drop, mais c'est peut-être pas nécessairement parce qu'il y a une drop d'achalandage, c'est parce qu'il y a une drop, parce que dans le fond, les 3/4 des gens ont dit oui, mais il y a quand même un 25% des gens qui vont avoir dit non, j'ai pas envie que tu me partages mon info. Fait que on parle, tu sais, là, désolé, c'est une slide qui est lourde, là. On parle d'une refonte complète d'une collecte de données ici, tu sais. Fait que là, mettons qu'on parle d'une séquence en 3 ou 4 étapes. Là. L'étape 0, c'est la stratégie organisationnelle. On commence avec l'organisation. Fait que là, l'organisation dans laquelle on est en ce moment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Premièrement, il faut qu'on informe et qu'on éduque l'organisation de la situation. Fait que là, il faut qu'on soit capable d'aller voir le président ou le board ou le patron direct, puis lui expliquer que regarde, c'est ça qui se passe en ce moment, puis voici l'impact à quoi s'attendre sur la performance web. Ensuite, de définir aussi, il faut définir responsable de la protection de la vie privée, quelqu'un qui va être la personne attitrée à s'il arrive de quoi par rapport à une faille de données. Sinon, c'est le président. Pardon, je ne voulais pas dire une faille de données, je voulais dire une faille dans l'application de la loi. Voilà. Et troisième, informer des changements, des subventions et des options disponibles. Parce qu'il existe des options, des subventions, il existe des moyens pour se mettre à jour par rapport à cette transition numérique-là. Donc voilà, au niveau de la stratégie organisationnelle, là, un peu au niveau communicatif, c'est un peu ça en gros. C'est sûr que c'est très high level, là. Dans le fond, hein, c'est pas mal plus deep que ça. Quand le changement organisationnel, mais mettons que ça commence là. Après ça, à l'étape 1, une stratégie de mesure, ben, ça va prendre une stratégie de mesure. Où est-ce qu'avant, avec les cookies, tout était
facile. Tu pouvais, genre, tout était à ta dispo. Mais là, pour l'entreprise moyenne, là, qui n'est pas une large enterprise, qui n'est pas un gros stack tech, il va avoir il y a quand même un coût pareil à ça. Puis dans le fond, je vais pouvoir répondre à ça, Romain. Il y a quand même un coût pareil à implémenter un setup comme ça. Puis je vais en parler en détail. Pas en détail, mais je vais en parler un peu plus tard. Fait qu'il y a un setup de data à mettre en place. Et il va falloir réfléchir aussi à comment est-ce que tu peux utiliser les données zero party, les données propriétaires dans le mix. Donc, il y a une stratégie de comment est-ce que je fais pour obtenir un consentement de mes users et de faire en sorte que je sois capable de remonter cette information-là dans un GA, par exemple. Et d'utiliser les moyens disponibles sur les plateformes médias. Donc, par exemple, Meta ou la plateforme publicitaire de Facebook ou Google Ads, par exemple, ont des fonctions disponibles pour faire remonter les conversions d'une autre manière. Comme par exemple, Facebook va avoir le CAPI, on peut en reparler en détail plus tard. Puis Google Ads va avoir conversion, pas le conversion linker, mais bon, Google Ads, ça passe par tout le stack Google, en fait. Et finalement, dans la stratégie de mesure, c'est incorporer une gestion du consentement. Bon, c'est comme intrinsèque avec définir une nouvelle infrastructure de données. Mais c'est ça. Là-dedans, il faut qu'il y ait une grosse composante de comment est-ce que je vais faire pour obtenir le consentement des gens qui vont aller sur le site web. Est-ce que je les force? Genre, si tu veux accéder à cette page-là, tu as besoin de te loguer, ou est-ce que je leur suggère? Voilà. Dans tous les cas, il va y avoir un impact, c'est sûr. Et bref, là, on passe après ça dans une étape d'implémentation. Une fois qu'on a mis notre stratégie en place sur papier, on va dire, bien là, on passe dans une étape d'implémentation où est-ce que il faut implémenter, premièrement, il faut implémenter un entrepôt de données connecté à vos sources de marketing. Fait j'ai un petit schéma, je vais pouvoir vous le montrer tantôt. Implémenter une plateforme de gestion de consentement. Bon, je peux en parler plus tard, ça aussi. Implémenter un système. Bon, ça, c'est un élément à votre infrastructure de données, mais éventuellement, ça va prendre ce qu'on appelle un reverse ETL ou, tu sais, c'est très encouragé d'avoir ce genre de truc-là. C'est un truc pour vous aider à synchroniser des datasets entre, mettons, Facebook, HubSpot et compagnie et ta database qui serait sur genre un BigQuery, par exemple. C'est juste un outil facile à. Je l'ai mis, c'est pas obligé, c'est facultatif, mais c'est parce que tu ne vas pas entre ça et coder ça à bras, c'est bien plus facile de juste comme prendre un outil de reverse ETL. Quatrième point, d'intégrer les UTM à tes campagnes. Puis là, tu sais, avant, comme que Raphaël il disait tantôt, le FBCLID ou le GCLID, qui sont des tracking, des trackers pour les campagnes Google, qui dans le fond, qui étaient concaténés directement sur les campagnes qui permettent de faire un suivi, ne fonctionnent plus avec l'arrivée du iOS 17, qui est plus capable qui ne track plus ces paramètres-là, mais par contre, qui conserve le UTM. Ça veut donc dire qu'il va falloir que tu forces des UTM à toutes tes URL de toutes tes campagnes marketing. Facebook, Google, n'importe quoi. Il faut tout faire ça à main, là. Alors, on va y revenir. Et finalement, tout ce qui est server-side tagging, dont Raphaël va couvrir en détail tantôt, il faut le faire. Et finalement, on tombe après ça dans une étape d'optimisation où est-ce que, une fois qu'exemple, la gestion du consentement est mise en place, puis une fois que le stack de données est mis en place, puis une fois que tout est intégré, là, c'est d'optimiser, tu sais, il va y avoir de l'optimisation comme, mettons, comment est-ce que je fais pour améliorer le taux de consentement, comment est-ce que je fais pour faire remonter des nouvelles données dans ton stack qui ont été consenties. Voilà. Fait qu'il y a quand même un beau petit travail à faire là. Alors, une petite BD sur le sujet, genre cookies are going away, what do we do? Track consumers with spyware.
use facial recognition drones, hijack their device cameras, install RFID chip implants, install RFID chip implants, pardon. How about we respect their privacy and move away from micro-targeting? Alan, let's be realistic. C'est un peu, ça donne un peu, en gros, où est-ce qu'on s'en va. Puis comment est-ce que ça marchait avant aussi. Voilà, pour les opportunités, les solutions, ben, tu sais, on va dire qu'il y a comme trois axes de solutions là, à vous faire part. Puis il y a aussi une opportunité, mais aussi, mettons, il y a 3 axes majeurs de solutions. Donc, premièrement, l'opportunité est la suivante. C'est que là, on fait face à un moment dans le web où on a peur de comment est-ce que comment est-ce que les organisations vont utiliser nos données. Et le fait d'implémenter les bonnes pratiques de gestion de consentement va avoir un impact positif sur la marque. Donc, on a tout avantage à aller de l'avant avec ce genre d'intégration-là parce que ça a un impact positif sur votre marque. Donc, c'est une étude par Privacy by Design de Google. Et ensuite, parlons des solutions. Donc, première solution, c'est une infrastructure de données. OK? Puis là, j'essaie de. C'est peut-être pas exact. Là, je ne suis pas non plus c'est pas mon expertise de faire je ne suis pas un architecte de données là, de profession. Mais grosso modo, c'est un plan haut niveau de l'idée. Hein? Fait que, on a nos sources de données raw, si on veut. On va dire, par exemple, tout ce qui est CRM, donc, je ne sais pas moi, HubSpot, Salesforce et compagnie. Après ça, les ERP, donc, ça peut être ERP, tout ce qui peut remonter dans un POS, dans un ERP, puis qui irait vers un online storefront, par exemple. Je ne sais pas, moi, comme par exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec Home Depot, les gens allaient acheter en magasin avec l'option à la caisse de donner leur courriel pour recevoir leur facture directement dans leur courriel. Puis, la compagnie Home Depot, elle a pris ces courriels-là, puis elle les a mis dans une audience Facebook, puis c'était automatique, là, dans le fond. Fait que il n'y a pas eu de consentement des données là, qui a été fait là. Ils se sont fait taper sur les doigts parce que ça l'a passé aux nouvelles. Mais ça donne une idée, dans le fond, que comment est-ce que ça peut aller loin. Si ton organisation est complexe, puis que dans le fond, tu as des POS, tu as un ERP, tu as un PIM, blablabla, ben là, il faut regarder toute la chaîne. Voilà. Après ça, bon, e-com, j'en ai juste ça. Comme un Shopify, un Magento. Puis finalement, ben, au niveau marketing, Google, Facebook Ads, HubSpot pourrait rentrer aussi là-dedans, ça rentre dans CRM aussi. Bon. Puis bon, et là, on tombe dans une autre boîte, l'intégration et le traitement, le consentement des données. Ça va être l'endroit où est-ce que potentiellement on va implémenter une plateforme de gestion de consentement. Puis ça va être traité par un outil de tagging qui va probablement être Tag Manager, mais il y a tous les autres outils de tagging. Raphaël peut en lister une coupe. Voilà. Ensuite, on tombe dans qu'est-ce qui serait un entrepôt de données ou un data warehouse, qui est quelque chose d'absolument nouveau dans l'univers des petites moyennes entreprises qui n'ont pas un stack technologique complexe. Ben, même avec l'application de la loi, puis de l'arrivée de la fin des cookies, ben, tu vas avoir besoin essentiellement de stocker toute cette information-là dans un endroit consolidé, comme par exemple BigQuery. Bon, là, j'ai mis BigQuery, puis à côté, c'est Snowflake. Là. Bon, c'est les deux qui sont populaires, on va dire, pour tout ça. Il y a Amazon, il y a moyen de faire un entrepôt de données comme on veut, mais on va dire que BigQuery, c'est très bon. Puis après, ben, comment est-ce que tu fais pour remonter tout ça? Ben,
Nous, par exemple, chez Turco, on va utiliser Supermetrics parce qu'il y a un c'est built-in, dans le fond. Là, tu peux comme faire remonter du data d'une data source dans BigQuery, par exemple. Puis, on commence à le faire. Dans le fond, je commence à regarder comment bien l'implémenter. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est ça. En tout cas, nous, on utilise Supermetrics, mais tu as d'autres manières de faire remonter ça, mais pour nous, c'est le plus simple. Et là, qu'est-ce que je parlais dans le fond, le reverse ETL, dans le fond, c'est l'outil qui va te permettre de synchroniser ton data qui a été consenti provenant de ton entrepôt de données avec tes différentes plateformes marketing que sont Facebook, Google, même GA. Tu sais. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va synchroniser des informations entre les deux. Ça fait vraiment le pont automatique de mettre les choses à jour, en fait. Bon, tu as deux softwares qui sont assez. Tu as deux SaaS, dans le fond, qui sont bons, là, Census puis iTouch. Voilà. Et là, bon, finalement, c'est ça, le data tombe dans soit les plateformes marketing, Facebook, Google et compagnie, ou les analytics web, mettons GA4. On va accélérer parce que là, on avance un petit peu vite dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme de gestion de consentement? C'est la solution numéro 2 là, que j'ai pour vous. Là. C'est une plateforme, dans le fond, qui peut être turnkey, qui va te permettre de faire une bonne gestion du consentement et aux users d'être capable de gérer leurs préférences en tout temps. Puis c'est un peu à l'épreuve des balles là, pour la loi 25 et autres juridictions dans d'autres endroits du monde. Donc, je le recommande. C'est pas donné. Comme, mettons, la plateforme de gestion de consentement, là, si vous passez par nous, il peut y avoir un prix spécial, mais sinon, je pense que c'est 400$ par mois, là, déjà. Fait que c'est quand même pas un coût négligeable, non négligeable. Cela dit, il y a d'autres alternatives. Il y a Cookie Eyes, qui est un plugin WordPress, mais ça ne fera pas qu'est-ce que ça fait. Mais ça peut faire peut-être la job pour une compagnie qui a moins de budget. Pour, on va dire, une solution patch, si on veut. Donc, je vais passer maintenant la POC à Raphaël pour toute la partie server-side. Oui, merci. Fait que la troisième solution, en gros, pour aider à pallier à ce manque de données-là, ces données qui s'effritent, c'est d'utiliser l'outil de Google Tag Manager dans sa version server-side. Il y a une version web que la plupart des gens connaissent. Il y a aussi une version server qui, elle, fournissant également de nouveaux outils qui vous permettent de mesurer l'activité des utilisateurs partout où ce produit. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable d'aller traquer ces utilisateurs-là, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent, mais si on parle principalement de nos sites web, là où on a moins de données, il y a certaines façons d'aller collecter les données, puis en faisant un peu de nettoyage à l'intérieur de ce qu'on pense qu'on a besoin d'envoyer à notre Google Ads, notre Facebook Ads, puis même Google Analytics. En faisant ce nettoyage-là, à ce moment-là, on est capable d'enlever certains identifiants. Puis après un certain temps, on est assez confiant pour se dire, bon, on va envoyer une donnée qui n'est pas personnellement identifiable. Donc, à ce moment-là, on est probablement très, très fort, probablement correct. Si on fait un petit historique, là, à la base, si on remonte il y a peut-être 10-15 ans, là, quand moi j'ai commencé à faire de l'analytique, on avait notre site web, on mettait des balises directement sur le site web pour pouvoir traquer Google Analytics, Google Ads ou Facebook Ads. Après ça, si on regarde à la prochaine, on a rajouté, dans le fond, Google Tag Manager. Au lieu d'avoir tous nos tags sur le site web, il y avait beaucoup de tracking, il y avait beaucoup de lenteur, ça créait des problèmes. Fait que Google nous ont dit, on va créer Google Tag Manager, mettez tous vos tags là-dedans, on met juste le tag de Google Tag Manager sur le site web. Puis à partir de Google Tag Manager, on va envoyer ce qu'on a besoin. Donc, Tag Manager, c'était unique, il faisait toute la collecte, il s'arrangeait pour aller nous chercher toute l'information, puis après, on redistribuait. Après ça, il y a eu les adblocks. On s'est rendu compte que par le temps de chargement du site devenait un impact, plus on en rajoutait. Il y avait plusieurs autres enjeux. Puis maintenant, on a un enjeu sur c'est quoi exactement qu'on envoie à ces services-là, parce qu'il y a certaines données qu'on n'a pas le droit d'envoyer si on n'a pas le consentement. Puis de base, mettons un Google Analytics, Google Ads ou Facebook Ads va aller collecter ces données-là qu'on n'est pas supposé d'envoyer. Quand on met un Google Tag Manager server-side entre les deux,
ça nous permet d'aller jouer là-dedans puis d'aller faire un peu de nettoyage dans nos données avant de les envoyer à Google Analytics. C'est sûr que, bon, en faisant ça, on n'utilise pas, mettons, le Google Ads de base. Il y a une certaine partie de la donnée qui va être éliminée, puis il y a peut-être certaines fonctions où ça peut avoir un impact sur la qualité de ce que Facebook reçoit. Je sais que dans le cas de Facebook, si on n'envoie pas tout, ça affecte notre quality score, ce qui peut faire augmenter le prix là, de nos pubs en fonction de comment on veut cibler. Mais c'est mieux de faire ça que de ne pas l'envoyer du tout. L'idée du Google Tag Manager server-side, vous allez voir, là, pour ceux qui ont déjà rentré dans un Google Tag Manager, ça se ressemble beaucoup. Mais si on regarde à gauche, en haut, on voit qu'on a quand même un client puis une transformation qui est peut-être des choses que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas fait de server-side. C'est qu'en gros, le site web va envoyer de l'information directement au serveur qui est celui-là, qui est notre serveur où se trouve notre Google Tag Manager. Quand il reçoit l'information, le client, c'est comme la partie qui reçoit l'information, on va tout déconstruire ça dans un format spécifique. Et ensuite, les tags, un peu comme dans le Google Tag Manager web, on va aller récupérer ces informations-là. En fonction de ce que le client a déconstruit, si c'est une page vue, si c'est un événement de conversion, il va être capable d'attraper ça et de les envoyer aux bonnes places. Je me ramenais à l'autre Rémi, entre le client et le tag, c'est là où on peut venir faire certaines transformations, certains nettoyages. Il y a un whitelist, un blacklist puis une transformation. Le whitelist étant, voici les seuls critères qui ont le droit de passer parce que je suis sûr qu'ils sont safe. Le blacklist nous dit, ces critères-là, on sait qu'on les aime pas, donc on les enlève. Puis la transformation, c'est tout simplement de dire, j'ai reçu X. Quand je reçois X, dans telles conditions, je veux qu'il devienne Y. Puis on prend Y et c'est ça qu'on envoie. Pourquoi on utilise server-side tagging? Je suis un peu passé à travers. Là, on est capable d'outrepasser les ad blockers. Les ad blockers ne sont pas des gens qui légalement nous disent « je ne veux pas être traqué ». C'est des gens qui n'aiment pas la pub. Par contre, ça bloque aussi Google Analytics. Ça bloque un peu tout, dépendamment desquels. Là. Mais avec server-side tagging, on est quand même capable d'outrepasser ça. Ça améliore aussi la qualité, la vitesse de notre site. Parce que toute cette computing-là se fait du côté serveur et pas dans l'écran de l'utilisateur. Donc, pour lui, ça avance un peu plus vite. C'est sûr que si la moitié des tags est dans le serveur, l'autre moitié est dans le web, l'avantage sur la vitesse du site est un peu mitigé. Comme j'explique aussi, ça nous donne un meilleur contrôle sur ce qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'on peut éditer nos données, enlever des PIR. Et chacune de ces plateformes-là, ils ont des règles concernant ce qui peut être envoyé. Puis comme Morpheus nous le disait, some of these rules can be bent, others can be broken. Alors, il y a des affaires qu'on peut jouer avec, il y a des affaires qu'on peut complètement enlever, mais dans certains cas, il y a des trucs qu'il faut vraiment envoyer. Fait que, il y a beaucoup de tweaking puis de gossage à faire avant que ce soit bon, ça marche bien. Puis oui, c'est beaucoup. Merci, Raphaël. Donc, juste pour terminer, tu sais, c'est compliqué, on le sait. Mais dans le fond, je voulais vous faire part de ça. C'est qu'on a une solution sur mesure pour obtenir un suivi précis, être conforme aux nouvelles lois, prendre des décisions. On est capable de vous aider avec cette affaire-là, avec cette réalité-là, en fait. Puis tu sais, c'est un peu un offre que je veux vous faire part quand même. Là, si vous voulez prendre le QR code, puis vous pouvez y aller. On a un... Parce que, tu sais, vu qu'on est en membre du Plan canadien d'adoption du numérique, vous avez droit à une subvention pour tout ce qui est transformation numérique. Puis ça s'applique pour cette subvention-là. Donc, de faire la mise en place du plan stratégique pour votre stratégie de données, ça peut tout à fait rentrer dans cette subvention-là. Et en plus, ça vous donne accès à un prêt qui peut aller jusqu'à 100 000 à du 0% pendant 5 ans. La seule restriction, c'est que pour faire ça, il faut que vous fassiez 500 000 de chiffre d'affaires. Puis ça vous revient au final à 1 500 là, avec le retour de la subvention. Fait que ça peut être une solution pour que nous, on puisse vous aider là-dedans. Sinon, je vous dirais de contacter un expert en analytique, que ce soit Turco ou Intelligence Guarana, pour qu'on vous aide là-dedans. Appelez Turco, Intelligence Guarana est plein. Oui. Appelez Turco.
Fait que dans le fond, si vous voulez comme cliquer sur le QR code, ça va vous envoyer vers l'offre. Puis après ça, vous pouvez nous mettre en contact avec nous autres. Ou sinon, vous pouvez rejoindre Raphaël directement sur LinkedIn. Donc, l'outil gratuit dont je mentionnais tantôt, c'est un outil de constructeur UTM. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un Google Sheet là, qu'on a monté qui va faire que à chaque fois que vous avez une nouvelle campagne, là, vous pouvez rajouter une ligne sur l'onglet et ça va vous construire votre UTM, dans le fond, automatiquement. Il y a d'autres outils. Hein? Il y a la possibilité d'avoir une extension Chrome qui le fait encore, qui date depuis plusieurs années. C'est quoi déjà le nom de ça, Raphaël? L'extension Chrome, je sais plus, mais il y avait quand même un danger quand tu as des encres. Il ne plaçait pas les UTM à bonne place. C'est probablement mieux avec le tien. Ouais, c'est vrai. Ben, ouais, c'est ça. L'outil, je pense qu'il y avait une carrosse dedans. Là, c'est genre Page quoi déjà? J'ai oublié le nom. Je veux pas jouer avec mes extensions Chrome de peur de briser le webinaire en place. Fait que, mais c'est ça. Dans le fond, un outil très utile pour gérer les UTM. Fait que, puis si vous avez des questions par rapport à l'outil, vous pouvez m'en parler. Vous pouvez venir me voir. Je peux vous expliquer comment ça marche. Mais en gros, tu rentres tes informations de campagne, puis ça va te sortir un UTM. Ça, en gros. Puis, si vous payez sur le QR code qui est là, ben, ça va vous amener directement sur la page de download. Voilà. Alors, désolé si je rapproche mon micro, c'est parce qu'on entend de la construction en haut. OK. Ensuite, est-ce que vous êtes toujours là? On avait des questions tantôt. Je veux y faire honneur. Donc, on a une première question ici, là. Christophe qui dit quand je clique sur le QR code, ça pose le live. Ah, OK. Ah, ben, il faut peut-être le faire à partir de ton téléphone. Peut-être que ça peut. OK, mais c'est un bon point. Je pourrais fournir le lien, Christophe. C'est bien correct. Donc, on avait une petite question ici là, pour Romain, de la part de Romain. Combien est-ce que ça peut coûter là, à une organisation? Ben, tu sais, c'est dur de répondre rapidement à cette question-là parce que, dans le fond, l'organisation peut être complexe comme qu'elle peut être simple. Donc, ça dépend vraiment de la complexité de l'organisation. Maintenant, pour une organisation comme genre je sais pas moi, un magasin, genre plusieurs magasins, une chaîne de magasins, on va dire, qui ont des POS puis qui, dans le fond, sont connectés d'une certaine manière à un storefront online. Ben, tu sais, il faut calculer le coût de faire remonter l'information à tous les niveaux dans ton data warehouse, essentiellement. C'est pas impossible. Dans le fond, si tu as des connecteurs qui ont déjà été développés sur le web, mettons, je sais pas moi, un connecteur d'un ERP quelconque avec Shopify, puis il existe déjà, ben là, ton bout de chemin est déjà comme fait un peu, j'imagine, puis après ça, tu peux juste comme prendre l'information de Shopify, puis d'utiliser ça dans ton data warehouse qui va avoir été consenti. En tout cas, je ne sais pas. Mais tu sais, dans tous les cas, ça prend du temps pour faire le mapping de la gestion des données. Puis ça, justement, ben, la subvention que je vous ai parlé tantôt, elle sert à ça. Mais sinon, tu sais, je ne sais pas, moi, tu peux calculer peut-être juste pour avoir le plan de match, tu peux peut-être calculer entre 20 puis 60 heures de travail là, pour faire le mapping technique avec les requirements techniques puis le design de la solution à un taux horaire d'un analyste. Là, parce que ça varie sur le web. Tu peux en trouver un qui va être à 100$ comme que tu peux en trouver un qui va être à 500$ de l'heure. Fait que là, c'est de magasiner, je pense, par rapport à ça. Là. Puis après ça, ben, pour les licences, ben,
Déjà, une plateforme de gestion de consentement comme Didomi va coûter 400$ par mois. Puis après ça, une plateforme comme Cookie Eyes, c'est genre un one fee de 150$, mais il y a des choses que ça ne fera pas, par contre, mais ça peut peut-être faire la job. Bon. Fait que ça donne une idée qu'il n'y a pas de. Ouais, c'est dur à calculer, mais il faut quand même faire une étude de coût. Puis justement, c'est ça que la portion de l'analyse stratégique doit réaliser, c'est d'être capable de faire un assessment des coûts. Ça, c'est sûr. J'espère que ça répondait à ta question, Romain. Ensuite, on avait une question de Dario. Je suis désolé pour le temps. On déborde. Là. Je vais prendre une dernière question. Peut-être que tu veux répondre à celle-là, Raph? Oui. Pour que les conversions de Google Ads et Meta soient traquées dans leurs plateformes respectives, il faut absolument mettre les UTM dans les URL et que les gens acceptent les cookies. C'est bien cela maintenant. Si on va dans le plus simple, oui, il y a quelques techniques qui pourraient nous permettre d'outrepasser l'acceptation des cookies quand on traque de façon anonyme, mais là, on rentre dans du très, très détaillé. Il y a des possibilités pour le faire. C'est énormément plus complexe. Puis tant que tu ne rentres pas là-dedans, ben oui, c'est exactement ça. Tu mets des UTM dans tes URL, puis tu t'assures ou tu essaies de faire en sorte que les gens acceptent tes cookies en travaillant sur ta bannière. OK. J'espère que ça répondait bien. Dario, on peut peut-être en prendre une dernière de Gabriel. Salut Gabriel. Fait que de fond, Gabriel dit les 3 solutions parlent de plutôt une perte de data causée par dans le fond la suppression des cookies et la loi 25. En gros, est-ce que les gens qui opt-out à cause de la loi 25 sont perdus for good? Ceux qui ont opt-out, dans le fond, c'est pas qu'ils sont perdus for good, mais qu'essentiellement, il faut se concentrer sur ceux qui ont opt-in, puis de vraiment maximiser à rendre le opt-in très, très intéressant. Là. Tu sais, dans le genre, je sais pas moi, genre, tu n'as pas accès à aucun coupon, aucun discount, à moins que tu opt-in. Tu sais, il y a beaucoup de stratégies à considérer, mais je ne ferais pas de dire qu'ils sont perdus. En fait, c'est qu'il faut réfléchir à comment est-ce que tu peux leur rendre vraiment, vraiment alléchant l'idée de opt-in. Il y a quand même moyen de traquer là, ceux qui sont opt-out si c'est fait de façon anonyme. Donc, s'il n'y a aucun identifiant, s'il n'y a rien de personnellement identifiable, de ce que j'ai compris, ça peut fonctionner. C'est sûr, ça, on rentre dans du légal, il faut checker avec son avocat. On ne fait pas de conseil légal, là, mais de ma compréhension puis de mes discussions avec des avocats, c'est que si ce n'est pas du personnellement identifiable, ben, on tombe à l'extérieur de la loi et donc on pourrait traquer de cette façon. Encore une fois, à valider avec vos avocats. Donc c'est la fin. Donc, je voudrais vous remercier. Désolé encore pour les problèmes techniques. Et je vous remercie. Puis l'enregistrement va être transmis. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Salut tout le monde.